Chaque fin de trimestre, on parle actualité, résultats, terrain et innovation. Bienvenue dans le podcast de la nutrition animale by Idena. Abonnez-vous pour suivre nos experts et bonne écoute. Aujourd'hui, dans cet épisode trimestriel, on reçoit Frédéric Lasky, nutritionniste porc, qui va vous parler de deux notions pour mieux comprendre la physiologie du porcelet au sevrage, ainsi que Mathieu Pondet, chef produit ruminant, qui profite du printemps pour vous parler de la mise à l'herbe. Bonjour, Frédéric Lasky, nutritionniste au service porc de Idena. Aujourd'hui, nous allons parler de deux notions pour comprendre la physiologie du porcelet au sevrage. Le stress oxydant et le stress inflammatoire. Deux mécanismes biologiques liés qui ont des conséquences sur la santé et les performances. Commençons par le stress oxydant. Dans toutes les cellules vivantes, il existe une production naturelle de molécules appelées espèces réactives de l'oxygène, ROS, Reactive Oxygen Species. Ces molécules sont principalement produites par la mitochondrie lors de la respiration cellulaire. À faible dose, elles sont utiles. Elles participent à la signalisation cellulaire et à la défense contre les agents pathogènes. Les ROS attaquent directement les membranes lipidiques des bactéries provoquant leur mort, les protéines microbiennes bloquant leur métabolisme, les ADN microbiens entraînant leur impossibilité à se reproduire. Résultat, le microbe est neutralisé avant qu'il ne puisse infecter davantage. C'est le peroxyde d'hydrogène à l'échelle microscopique. Le problème apparaît lorsque la production de ROS dépasse la capacité de l'organisme à les neutraliser. Le porcelet dispose de systèmes antioxydants, des enzymes comme la superoxyde dismutase, ou SOD, la catalase, le glutathion peroxydase, ainsi que des micronutriments comme la vitamine E, le sélénium ou le fer. Mais, en situation de déséquilibre, on parle alors de stress oxydant. Les ROS vont attaquer les lipides membranaires, les protéines et l'ADN, altérant l'intégrité des cellules, notamment au niveau intestinal. Passons maintenant au stress inflammatoire. L'inflammation est une réponse normale du système immunitaire face à une agression. Infection, toxines, changement alimentaire ou stress environnemental. Elle mobilise les cellules immunitaires et des médiateurs comme les cytokines. À court terme, cette réaction est bénéfique. Mais lorsqu'elle devient excessive ou prolongée, elle entraîne une dépense énergétique importante et détourne les nutriments de la croissance vers la réponse immunitaire. C'est ici que le lien entre stress oxydant et stress inflammatoire devient central. Lors d'une inflammation, les cellules immunitaires produisent non seulement des ROS, mais aussi des espèces réactives à l'azote, appelées RNS, Reactive Nitrogen Species, comme le monoxyde d'azote. Ces molécules ont un rôle microbien, mais elles amplifient également le stress oxydant lorsqu'elles sont produites en excès. Les ROS et les RNS s'auto-entretiennent dans un cercle vicieux. L'inflammation augmente le stress oxydant et le stress oxydant active à son tour des voies pro-inflammatoires. Maintenant, appliquons cela au sevrage du porcelet. Le sevrage est une rupture brutale. Séparation de la truie, changement d'environnement, mélange des portées, transition alimentaire du lait vers l'aliment solide. Cette période entraîne une immaturité digestive, une baisse transitoire de l'ingéré et une modification du microbiote intestinal. La barrière intestinale devient plus perméable, des antigènes bactériens peuvent traverser l'épithélium, activer le système immunitaire local. Cela déclenche une réponse inflammatoire avec production de cytokines, de ROS et de RNS. Si les défenses antioxydantes du porcelet sont insuffisantes, ce qui est fréquent à cet âge, un stress oxydant s'installe. Les conséquences sont connues. Atrophie villositaire, hyperplasie des cryptes, baisse d'efficacité digestive, augmentation du risque de diarrhée, ralentissement de la croissance. Comprendre ces mécanismes permet d'adapter nos pratiques. Formulation des aliments, apport en antioxydants, gestion du stress, soutien de la barrière intestinale, maîtrise de l'inflammation.
L'objectif n'est pas de supprimer totalement l'inflammation ou les rosses, ils sont indispensables, mais de maintenir un équilibre. En résumé, le sevrage est une période critique où stress oxydant et stress inflammatoire interagissent fortement. Maîtriser cet équilibre, c'est optimiser la santé intestinale et les performances. Merci de votre écoute et à bientôt. Donc bonjour à tous, donc Mathieu Pondé, chef produit ruminant chez Idena. Je profite de ce premier podcast trimestriel pour vous parler de thématiques en lien avec le printemps sur les espèces ruminantes. Donc aujourd'hui, je vous parlerai de la gestion du magnésium au pâturage lors de la mise à l'herbe, des risques liés au parasitisme herbager et de la recrudescence d'entérotoxémie que l'on peut rencontrer dans les élevages de ruminants sur ces périodes. Donc on va commencer par la thématique de la mise à l'herbe et de la gestion du magnésium. Donc la transition des régimes hivernaux vers des régimes contenant de l'herbe fraîche peut être un challenge au niveau de la gestion du statut en magnésium, et cela particulièrement chez les vaches laitières. On a un cumul de plusieurs mécanismes qui s'opèrent. Premièrement, une diminution de la disponibilité en magnésium dans l'herbe jeune, donc, puisqu'en fait la plante va utiliser cet élément pour satisfaire sa croissance. Ensuite, on aura une interférence avec d'autres éléments, notamment les taux élevés de potassium dans cette herbe et les taux élevés d'azote soluble dans l'herbe fraîche qui vont limiter l'assimilation du magnésium. Ensuite, on a des animaux, donc des animaux laitiers qui vont exporter une quantité relativement importante de magnésium dans le lait, et des facteurs de stress, donc changement de régime alimentaire, incidence du climat, qui peuvent être autant d'éléments perturbateurs qui peuvent amplifier ce phénomène. Et on aura des animaux particulièrement sensibles sur les vaches en début de lactation et ou des animaux en déficit énergétique. Pour cela, on va essayer d'anticiper cette thématique, déjà en soignant notre transition alimentaire, en maintenant un niveau de fibres structurées dans les rations, pour ne pas commencer par un repas d'herbes fraîches dans la journée. Ensuite, en adaptant la complémentation énergétique pour éviter tout déséquilibre. Finalement, en anticipant un apport en magnésium avant cette mise à l'herbe et en travaillant peut-être plus spécifiquement sur les formes de cet apport en magnésium, en sélectionnant des oxydes de magnésium plus assimilables ou des formes de magnésium chélaté qui seront particulièrement assimilées. Deuxième thématique printanière chez les ruminants sera le parasitisme herbager. En effet, avec la pousse de l'herbe, les cycles des parasites gastro-intestinaux reprennent rapidement. Dès une température de 10 degrés, les larves de type L3 présentes dans les parcelles vont évoluer et migrer sur le bout des feuilles et donc contaminer les ruminants qui vont les ingérer. Les jeunes animaux qui n'ont pas encore acquis leur immunité sont particulièrement sensibles à cette thématique et vont pouvoir l'exprimer par des baisses d'ingestion, des baisses de GMQ, des retards de croissance, des diarrhées. Ce facteur est particulièrement amplifié dans des cas de surdensité sur les parcelles, des zones humides, en période de pousse rapide également, enfin de température élevée, de pousse rapide de l'herbe, nos cycles de gastro-intestinaux seront accélérés. Et sur les animaux qui auront déjà subi une saison à l'herbe et qui n'auront pas encore acquis leur immunité, les larves de type L4 présentes dans l'arcaillette vont également se réveiller, donc on peut avoir un choc parasitaire à ce niveau-là. Maintenant, les stratégies qui vont permettre de maîtriser ce risque parasitaire. Donc ce que l'on recherche essentiellement, c'est un équilibre entre nos parasites et notre hôte, en évitant les sous-expositions et les surexpositions, tout en maîtrisant les résistances aux anthelmintiques. Donc la stratégie consistera à favoriser cette montée d'immunité des jeunes animaux, tout en limitant la pression exercée par les parasites. On pourra utiliser des coproscopies pour raisonner les traitements plutôt que de traiter en systématique, planifier les rotations des parcelles pour limiter les contaminations et éventuellement jouer et soutenir la santé digestive de nos ruminants via des complémentations spécifiques. Alors, je voulais également évoquer les entérotoxémies et le risque accru en période printanière chez les ruminants. Alors, cette thématique ne concerne pas uniquement les animaux au pâturage. Nous aurons également fréquemment des entérotoxémies dans des systèmes de ration plutôt riches et intenses. Je pense particulièrement aux chèvres laitières, aux ruminants en phase d'engraissement.
Plusieurs mécanismes vont expliquer cette sensibilité accrue. Au niveau de glucides fermentés cibles sur des rations, avec un abaissement du pH, un flux de nutriments non digérés vers l'intestin grêle. Donc lorsque la capacité du rumen à digérer l'amidon est saturée, des rations riches et intenses vont se retrouver dans l'intestin et ces nutriments vont être utilisés par des bactéries comme les Clostridium perfringens qui utilisent ces substrats pour se multiplier et se développer et ensuite perturber nos ruminants. Et des variations d'ingestion peuvent également amplifier ces phénomènes avec des pics de consommation ou de sous-consommation, des pics de sous-consommation qui vont engendrer de la surconsommation par la suite, peuvent perturber notre transit et amplifier ce problème. Donc l'idée pour prévenir ce risque d'entérotoxémie sera de stabiliser les fermentations ruminales en les favorisant et les stabilisant. Des substances peuvent être utilisées pour cela. On pourra également veiller à une bonne transition alimentaire dans des systèmes intenses, avec une montée progressive sur des rations en engraissement par exemple, tout en veillant à un apport minimal de fibres efficace pour stabiliser nos ruminations et limiter les chutes de pH. On évitera également les variations d'ingestion avec une régularité des distributions, une limitation du tri et un accès alimentaire homogène pour réduire la compétition sur nos ateliers de ruminants. La surveillance des signaux faibles sera aussi un point important avec par exemple du ralentissement de croissance, des diarrhées, des signes de météorisation ponctuelle et du comportement animal. Pour conclure, le printemps est une magnifique saison qui nous donne pas mal d'opportunités, mais également des points de vigilance en élevage de ruminants, notamment dans les élevages pâturants, où il sera nécessaire de suivre le statut en magnésium et de maîtriser notre risque lié aux parasites herbagés. La recrudescence des entérotoxémies dans différents ateliers ruminants peut également être un point de vigilance en élevage de ruminants. Donc nous restons à votre disposition pour tout complément d'information sur cette thématique. Merci de votre écoute et rendez-vous pour les prochains épisodes. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou à partager l'épisode. À bientôt avec le podcast de la nutrition animale by Idena.